Les Dinais, Navajo, Navarro. L'histoire de 2200 à -800 AVJC. Les Dinais arrivent en Alaska en provenance d'Asie. Les Dinais se divisent en 4 groupes majeurs, les Eyak, les Haïda, les Tingli et les Athabascans. Il y a une forte probabilité d'une relation avec les langages sino-tibétains. De -200 à 200 les Athabascans et les Tingli se séparent en tribus distinctes. De 825 à 1000, suite à de violentes éruptions volcaniques qui causèrent des changements climatiques importants, une partie importante d'Athabascans émigra au sud du nord-ouest canadien, c'est-à-dire dans la région actuelle de Vancouver et de l'État de Washington. De 1300 à 1500 une seconde vague d'émigration se sépare du groupe principal au Canada, pour se diriger vers le sud-ouest des États-Unis et dans le nord du Mexique. Cette vague d'émigration est à l'origine du sous-groupe Apache, Jicarilla, Mescalero, Chiricahua, Lipan, Aravepa, Kiowa Apache et Navarro. Ils s'installèrent dans une région autrefois habitée par les Anasazi, mot Navarro pour ancêtre. À cette époque la région était déjà habitée par les Comanches, les Utes, les Pueblos et les Paiutes. Ils n'étaient pas des tribus paisibles et furent connus comme des maraudeurs et des pillards dans la région. Ils errèrent dans la région comprise entre l'ouest du Texas, le sud de l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le nord du Mexique, pillant les villages Pueblos et combattant les Comanches et les Utes. Puis ils se fixèrent définitivement dans une région que les Espagnols nommèrent plus tard Apacheria. On pense que les Navarros venaient du nord et se sont installés dans le sud-ouest des États-Unis au cours du XVIe siècle. Au XVIIe siècle, les Navarros étaient devenus un peuple pastoral, avec une économie fondée en grande partie sur l'élevage et la chasse. Les Navarros entrent en conflit avec les colons espagnols et les Mexicains au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Leurs contacts avec les Espagnols furent limités mais importants, ces derniers introduisirent les chevaux, les moutons et les chèvres, qui devinrent des éléments vitaux de l'économie navarro. En 1846, les Navarros conclurent un premier traité avec le gouvernement des États-Unis, mais des accrochages avec les troupes états-uniennes entraînent des hostilités en 1849 et des combats répétés jusqu'en 1863. Cette année-là, les forces états-uniennes, dirigées par Kit Carson, lancèrent une vaste campagne contre les Navarros, et firent prisonniers 8000 d'entre eux. Ces Amérindiens furent envoyés à pied dans la réserve de Fort Sumner, au Nouveau-Mexique. Cette déportation est connue dans l'histoire navarro comme la Longue Marche. 6 janvier 1864, pour forcer les Navarros à se déplacer vers le campement de Bosque Redondo, l'armée a fait monter une expédition par Kit Carson contre les Navajos dans le canyon de Shelly. Le capitaine Albert Pfeiffer et un petit groupe armé ont quitté Fort Canby pour rencontrer Carson au canyon. Kit Carson est appelé lanceur de cordes par le Navajo. La Longue Marche des Indiens Navarros. Au moment de la création, les Dinais, souvent appelés Navarros, avaient reçu les instructions du Créateur qu'ils doivent vivre à l'intérieur des limites de 4 montagnes sacrées, Pic San Francisco, Mont Taylor, Pic Blanca et Mont Esperu, et de 2 rivières sacrées, San Juan et Little Colorado. Dineta, la patrie sacrée des Navarros, se répand dans la région des Four Corners en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Colorado et à l'Utah. Alors que le Créateur donnait aux Navarros des instructions sur l'endroit où vivre, le gouvernement des États-Unis n'était pas d'accord avec ces instructions, et en 1863, les Navarros reçoivent l'ordre de quitter leur terre sacrée. Le commandant militaire de l'armée américaine en Arizona et au Nouveau-Mexique a lancé un ultimatum aux Navarros en 1863, ils devaient être transférés pacifiquement dans la réserve de Bosque Redondo au Nouveau-Mexique ou être traités comme hostiles. Le but maintenant n'est de jamais relâcher l'application de la force avec un peuple à qui on ne peut plus faire confiance avec des loups qui courent à travers. Dans le cadre de sa campagne de terre brûlée, les soldats de Kit Carson ont abattu la plupart des 3000 de péchés qui étaient la fierté et la joie des Navarros. La bataille finale contre les Navarros a eu lieu en 1864 au canyon de Shelly en Arizona. Leurs volontés ont été brisées par leur défaite et ont été forcés de faire la longue marche vers Bosque Redondo, Fort Sumner, au Nouveau-Mexique. Cela voulait dire que les Navarros quittaient le cercle protecteur des 4 montagnes sacrées et qu'ils quittaient leur territoire sacré. En dehors de la protection des montagnes sacrées, leur cérémonie ne serait plus efficace, les divinités n'entendaient pas leurs prières.
Beaucoup des Navajos sont morts lors de la marche forcée de 300 miles 483 km. Selon la traduction orale Navajo. Les traînards, y compris les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées, ont simplement été abattus et laissés sans sépulture sur le côté de la piste. Ceux qui se plaignaient d'être malades, ont tout simplement été tués. Si les gens s'arrêtaient parce qu'ils étaient fatigués, affamés et assoiffés, les soldats les ont tués. Si une femme s'arrêtait pour avoir son bébé, les soldats l'ont tué et aussi tous ceux qui essayaient de l'aider. Leur nouveau territoire était une terre plate et stérile avec de mauvaises conditions d'agriculture et de l'eau alcaline. Le plan américain était que les Navajos vivent dans des maisons adobe, cultivent et développent une vie communautaire paisible sous une supervision militaire stricte. Pour reprendre les mots du chef Navajo Armijo, est-ce là, la justice américaine que nous devons tout abandonner et ne rien recevoir? Les Américains supposaient que leur plan était humanitaire, mais il était condamné par une mauvaise planification, la météo et la détermination des Navajos à ne pas être forcés de s'installer. Contrairement aux Navajos, les Américains étaient habitués à un système politique centralisé, idéalement autour d'un seul individu, un dictateur est souvent préféré, ou d'un groupe d'individus. Par conséquent, les Américains ont organisé les Navajos en 12 bandes et ont nommé un chef pour chacun, Armijo, Delgado, Manuelito, Largo, Herrero, Chicto, Muerto de Ombre, Narbonneau, Ganado Mucho, Narbonneau Segundo et Barboncito. Barboncito a été désigné comme chef principal. En d'autres termes, le gouvernement américain a tenté de créer des dictatures marionnettes chez les Navajos. À Fort Sumner, au Nouveau-Mexique, le gouvernement a distribué des rations alimentaires aux Navajos affamés. À l'origine, des tickets de rationnement en carton étaient distribués aux gens, mais ils ont vite appris à en faire des copies et ont obtenu plus de nourriture. Le gouvernement, ayant découvert les faux, a ensuite émis des tickets métalliques timbrés, mais les Navajos ont aussi appris à les falsifier. Après 2 ans de captivité, 29 chefs ont mis leur marque sur le « vieux papier », et les Navajos ont été autorisés à quitter le Bosque Redondo et à rentrer dans leur patrie. Le traité a réduit la taille de leur patrie, mais les Navajos étaient désespérés et voulaient rentrer chez eux. Le gouvernement américain a négocié le traité non pas par souci pour les Navajos, mais par souci pour les dollars fédéraux. Il était évident pour tout le monde que le Navajo ne deviendrait jamais autosuffisant à Bosque Redondo et que le gouvernement devrait émettre des rations indéfiniment. Associé au coût de la récente guerre civile, le gouvernement a conclu qu'il serait moins cher de renvoyer les Navajos chez eux. Les Navajos ont alors commencé leur longue marche du retour sur leur terre sacrée avec 1550 chevaux sur les 60 000 chevaux qu'ils possédaient avant leur défaite et avec 950 moutons sur les 250 000 moutons qu'ils avaient avant la longue marche. Ojibwa le 2 mai 2010.